Bonjour, vous écoutez Question Massage, le format express du podcast de Karananda. En format interview pour un échange vivant et concret, obtenez des réponses à vos questions sur le métier, les formations massage. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire, peut-être que la prochaine réponse express sera pour vous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez spécifique, l'accompagnement des professionnels du bien-être, Hmm. et plus particulièrement des masseurs. On va parler de l'analyse et de la supervision des pratiques professionnelles. Exactement, un sujet important. Pour ça, on va s'appuyer sur les infos qu'on trouve sur le site de Kerananda. Oui, C'est un cabinet à Rennes et c'est Juliette Grolimoun qui propose ce service. tout à fait. Comment ça se passe concrètement une séance Mhm. et puis surtout, pourquoi c'est pertinent. Pourquoi un masseur aujourd'hui aurait intérêt à faire ça. C'est la vraie question, oui. Et d'ailleurs, cette démarche, l'analyse de pratique, Oui. c'est pas obligatoire. Pas sur le plan déontologique pour les masseurs bien-être à ce jour. Non, effectivement. Pourtant, Kerananda, et d'autres aussi, le recommandent vraiment. Oui, fortement même. C'est intéressant, non? Parce que ça pose la question de la responsabilité, du soin que le praticien prend de lui-même, Tout à fait. dans un métier où on attend de lui qu'il soit toujours zen, source de bien-être. L'image du praticien toujours parfait. Bon, alors allons-y, commençons par la base. C'est quoi exactement l'analyse de pratique pour un masseur? La description parle d'un accompagnement personnalisé, fait par un praticien qualifié. Oui. Qui a une pratique solide du massage, mais aussi une théorie claire. Ça veut dire quoi ça, une théorie claire? Ah, c'est un point clé, je pense. Ça suggère que le superviseur, c'est pas juste un collègue avec de l'expérience. D'accord. C'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi à sa pratique, qui peut la conceptualiser, la mettre en mots, la transmettre. Donc l'accompagnement, ça va plus loin qu'une simple correction technique du genre « mets tes mains comme ça ». Ce n'est pas juste un cours de technique alors? Non, pas seulement. L'objectif principal, tel que c'est présenté, c'est vraiment d'élargir la capacité du masseur, Sa capacité à quoi? à gérer la complexité des situations, toutes les situations rencontrées. C'est penser sa pratique, pas juste l'exécuter. Ok, je vois. Ça vise, comme le dit le site, à garantir le sérieux, le professionnalisme sur le long terme. Et alors qui peut en bénéficier? C'est juste pour ceux qui galèrent un peu? Ah non, pas du tout. Et ça, Karananda insiste bien dessus. C'est ouvert à tous les masseurs bien-être. Ah oui. Oui, qu'ils soient débutants, peut-être un peu perdus après la formation, Mhm. ou qu'ils aient des années de pratique et qu'ils veulent, je sais pas, évoluer, sortir d'une routine. D'accord. La seule condition, c'est d'être installé professionnellement. Ce qui est logique, on analyse la pratique réelle avec les clients. Oui, bien sûr. Mais alors, si c'est pas obligatoire, pourquoi un masseur qui a déjà son planning plein irait investir du temps et de l'argent là-dedans? C'est quoi la pertinence profonde? Bah justement, Le site de Kerananda met avant des défis très concrets du métier. Le premier, c'est l'écart entre la théorie apprise en formation, oui, souvent un peu idéalisée, et puis la réalité du terrain. Face à un vrai client, avec son corps, son histoire, ses réactions, certains concepts théoriques qui prennent un sens différent ou ils suffisent pas. Et là, on sent le besoin de recul, de digérer un peu. oui, c'est vrai dans beaucoup de métiers où l'humain est central. La formation donne les bases, le cadre, mais elle ne peut pas tout prévoir, l'infinie variété des gens. C'est ça. Le site parle de la gestion des cas particuliers. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un client avec un vécu corporel très lourd ou dont l'histoire résonne fort avec celle du praticien, Ah oui. ou qui a des attentes pas claires qui mettent le masseur mal à l'aise. Et dans ces moments-là, le praticien peut se sentir un peu démuni, ne plus savoir comment masser. Pas techniquement, mais dans la relation. On imagine bien, oui. La formation doit rester générale, forcément. Exactement. Et c'est là que la supervision, l'analyse de pratique, ça prend tout son sens. C'est un espace pour ça. Voilà. Pour déplier ces situations spécifiques, les comprendre, trouver une réponse ajustée. D'accord. Et si on prend un peu de hauteur, la supervision s'est reconnue comme essentielle dans la plupart des métiers d'accompagnement. Même sans obligation légale, hein. Même sans obligation, oui. C'est une question d'hygiène professionnelle en fait. Une hygiène professionnelle. C'est bien trouvé comme image. Oui, parce qu'il faut voir aussi la pression du métier de masseur bien-être. Hmm. On attend souvent du praticien qu'il soit l'incarnation du calme, de la sérénité. Toujours dispo, souriant. Oui, c'est vrai. Mais c'est un être humain. Il peut être fatigué, préoccupé, touché par ce que le client dépose sur la table. Consciemment ou pas, d'ailleurs. Exactement.
C'est une charge émotionnelle, mentale. C'est pas neutre. Non, c'est sûr. Et du coup, l'analyse de pratique, ça devient cet espace sûr, confidentiel, où le masseur peut poser ses questions, ses doutes, ses frustrations, ou le trop-plein émotionnel qu'il a absorbé. Vu comme ça, c'est un outil pour durer dans le métier. Tout à fait. Mais alors, très concrètement, comment ça se passe une séance? Le principe de base que décrit Karananda, c'est que c'est un lieu de partage, d'échange et surtout d'écoute active de l'accompagnant. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que le contenu n'est pas fixé d'avance par le superviseur. Il n'y a pas de programme type « aujourd'hui, on bosse le lâcher-prise ». Non, non. Non, ça émerge des situations concrètes, des questions, des blocages, même des réussites que le praticien apporte. C'est vraiment du sur-mesure. Voilà, ancré dans le vécu pro, là, maintenant. Et la forme que ça prend, d'après le site, elle est hyper flexible. Ah oui, Oui. Ça peut être une discussion classique, en face à face ou en visio. On analyse une situation relationnelle, ok. mais ça peut aussi être des mises en situation, des jeux de rôle. Des jeux de rôle. Bah oui. Pour explorer une dynamique qui pose problème. Par exemple, comment répondre à une demande un peu ambiguë d'un client. Ah, d'accord. Le jeu de rôle, ça aide à tester différentes postures, différentes réponses. Ça montre bien qu'on est centré sur la relation, la communication, pas juste le geste. C'est vrai. Le site dit aussi qu'on peut revoir un point technique précis si c'est ça le besoin du moment. Un positionnement, une manœuvre, l'ergonomie. La forme est vraiment au service du fond, du besoin du praticien. Et cette flexibilité, elle va hyper loin, si je lis bien la description. Ah ouais. La séance peut se faire assis, mais aussi debout ou même allongé. En présentiel à Rennes ou à distance, en visio, l'échange peut être verbal ou alors plus non verbal sur le ressenti. C'est assez bluffant comme adaptabilité. Effectivement, c'est frappant cette souplesse. Ça suggère une approche qui prend vraiment en compte toutes les dimensions du métier. L'intellectuel, le relationnel. L'émotionnel et le corporel, bien sûr. Ça permet sans doute d'aborder les problèmes là où ils se manifestent le plus. Oui. Si un masseur a du mal avec le contact sur une zone précise, travailler allongé, en explorant le ressenti, ça peut être plus parlant qu'une simple discussion. Logique. Mais avec une implication pareille, est-ce que la frontière avec une thérapie personnelle ne devient pas un peu floue? C'est la question essentielle, oui. Et Kirananda clarifie bien ce que la séance n'est pas. Alors, Ce n'est pas une formation individuelle classique, même si on peut faire des apports théoriques ou pratiques pour éclairer un point. ok. Et surtout, ce n'est pas un travail thérapeutique pour le masseur lui-même. L'objectif reste centré sur sa pratique professionnelle. Mais si des émotions personnelles fortes remontent, comment on fait la part des choses? C'est là qu'intervient ce que le site appelle les résonances personnelles ou les effets miroirs. Mhm. C'est inévitable, le vécu d'un client fait écho à l'histoire du praticien. Bien sûr. L'analyse de pratique, ça permet d'identifier ces moments, de comprendre ce qui se joue pour le praticien dans cette relation-là. L'accompagnant aide le masseur à voir comment ses propres filtres, ses blessures peut-être, influencent sa perception, son action pro. Le but, c'est qu'ils se connaissent mieux en tant que professionnels pour agir de façon plus juste, moins réactive. Donc, on identifie la résonance perso pour mieux s'en détacher dans le cadre pro, pas pour la travailler en profondeur comme en thérapie. C'est exactement ça. Et si la séance montre qu'il y a besoin d'un travail perso plus poussé, Oui, alors l'accompagnant pourra orienter le praticien vers un suivi thérapeutique adapté avec un autre pro. La séance d'analyse de pratique, elle, garde son cap. La pratique pro, la relation client, la posture juste. C'est une clarification déontologique importante. ok, c'est très clair. Alors, venons-en aux bénéfices concrets. Qu'est-ce qu'un masseur peut vraiment retirer de ce type d'accompagnement, d'après Kirananda? Alors, plusieurs choses. Apprendre à repérer quand une situation client déclenche une réaction intérieure trop forte qui empêche d'écouter vraiment. Oui. Et surtout, apprendre à se dégager de cette emprise émotionnelle pour rester centré sur le besoin du client. Ce qui ne veut pas dire devenir froid, mais ne pas se laisser submerger par ses propres émotions au point de plus être dispo pour l'autre, trouver la juste distance. C'est ça. Deuxième bénéfice, la prise de recul et la créativité. Oui. Le fait de pouvoir parler ouvertement des difficultés dans un cadre sûr, ça permet de les analyser plus calmement. On sort de l'isolement, de la rumination. Tout à fait. Et cette analyse, elle peut ouvrir de nouvelles pistes, de nouvelles façons de faire. Plus ajustées, plus créatives. Moins automatique. Voilà.
Troisièmement, et ça c'est crucial, le discernement. Ah oui. L'accompagnement aide le praticien à faire la part des choses. Est-ce que ma difficulté avec ce client vient de moi et je dois le bosser peut-être ailleurs? Mhm. Ou est-ce que c'est lié à un manque d'outils, de compétences spécifiques de ma sœur que je peux acquérir? Et ce discernement, il est lié au 4e bénéfice, trouver sa juste place relationnelle. Vaste sujet. Oui, c'est comprendre la bonne posture dans cette relation si particulière du massage bien-être, ni trop loin, ni trop proche, ni sauveur, ni simple technicien. Mhm. Et ça implique d'apprendre à repérer les phénomènes de transfert et de contre-transfert. Alors, juste un mot là-dessus, transfert et contre-transfert, pour ceux qui connaissent pas bien. Oui, bien sûr. En simplifié, le transfert, c'est quand le client projette sur le praticien, inconsciemment, des émotions, des attentes, des schémas relationnels, Par exemple, voir le masseur comme une mère, un père. Le contre-transfert, c'est l'ensemble des réactions émotionnelles, conscientes ou non, que ça provoque chez le praticien. d'accord. Si on ne reconnaît pas ça, ça peut déséquilibrer la relation, voire créer des problèmes. L'analyse de pratique aide à les voir et à y répondre. Merci, c'est plus clair. Bon, ces 4 points sont déjà énormes. Il y a d'autres bénéfices qui ressortent? Oui, on peut en pointer quelques autres. D'abord, l'apport fondamental d'un regard extérieur. Hmm. Bienveillant, neutre, complaisant. Recevoir un feedback constructif sur sa façon de faire, sur ses angles morts. Voilà. C'est super précieux pour progresser. On n'a pas ça facilement ailleurs. Les clients donnent rarement ce genre de retour, j'imagine. Non, pas vraiment. Un autre bénéfice, c'est une forme de professionnalisation continue. C'est-à-dire? Au-delà de la formation initiale, ça aide à intégrer les exigences réelles, subtiles du métier. Ça accompagne aussi le praticien à définir et affirmer son style propre, Ça patte. sa façon unique de masser, voilà. En cohérence avec qui il est. Être plus aligné avec sa pratique, ça aide aussi à préserver son énergie à long terme. Il y a aussi la fonction d'orientation, on en a parlé un peu. Oui. Le superviseur peut aider à voir si on a besoin d'une aide en plus. Mhm. Et enfin, faut pas oublier le côté très concret, la possibilité de revoir ou d'approfondir un point technique. Le site de Kerananda dit bien que le praticien peut venir avec un modèle pour travailler des aspects précis, le placement, l'ergonomie, pour pas se faire mal, L'utilisation du poids du corps. l'exploration d'une zone, la qualité du toucher. C'est donc un accompagnement qui peut être très ancré dans le geste, dans le corps, quand il faut. C'est vraiment une approche hyper complète. Ça couvre tout le spectre pro du masseur, de l'émotionnel au technique. C'est un investissement professionnel réfléchi, pas une dépense anodine. Oui. Et d'ailleurs, détail intéressant, il précise que ce n'est pas proposé en bon cadeau. Ah. Ça renforce l'idée que c'est une démarche personnelle, volontaire. Ça demande un engagement du praticien. On ne peut pas offrir une analyse de pratique à quelqu'un. C'est un point éthique important, ça. Ça respecte l'autonomie et la motivation du praticien. Tout à fait. Le public cible, c'est confirmé, ce sont bien les professionnels installés. Alors si on essaie de résumer l'essentiel de notre exploration, Oui. l'analyse de pratiques professionnelles pour les masseurs bien-être comme Kerananda la présente, ça apparaît comme un outil vraiment précieux pour évoluer, pour maintenir la qualité. C'est ça. C'est un espace de soutien pour gérer les défis techniques bien sûr, mais peut-être surtout les défis émotionnels et relationnels qui sont au cœur du métier. Totalement. C'est un levier pour une pratique plus consciente, plus juste, plus éthique et au final, plus durable pour le praticien lui-même. Je trouve que c'est une excellente synthèse. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est la valeur de cette démarche d'introspection guidée, de réflexion sur sa propre action, même si c'est volontaire, pas obligatoire. Dans un métier avec une telle proximité de l'autre, du corps, du toucher, de l'intime parfois, Oui, prendre ce temps de recul régulièrement, accompagné par quelqu'un de compétent et bienveillant, ça me semble être un vrai gage de sérieux. Un engagement vers soi. envers soi-même, pour prendre soin de son outil principal, soi, et éviter l'usure, Et c'est aussi, indirectement, un engagement vers ses clients. pour leur offrir le meilleur accompagnement possible. Exactement. En étant le plus conscient, le plus ajusté possible. C'est très bien dit. Et pour conclure, peut-être une petite pensée à emporter, qui élargit un peu le débat. Allons-y. L'analyse de pratique aide les masseurs à voir les effets miroirs quand le client réveille un truc perso chez eux. Mhm. Ça pourrait peut-être nous inviter tous, quel que soit notre métier, à nous demander Hmm. dans quelle mesure nos propres expériences, nos histoires, nos zones d'ombre peuvent teinter, influencer, parfois même biaiser nos interactions pro de tous les jours. Ah, excellente question.
Merci d'avoir écouté Question Massage, le format express du podcast de Karananda. Pour aller plus loin, découvrez mes épisodes longs, 30 à 45 minutes, où je vous partage connaissances, astuces et expériences. Vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur les réseaux sociaux, et si l'épisode vous a plu, vous abonner, le partager. Je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire vos questions, pour inspirer le prochain épisode de Question Massage. À très vite!